Mais c'était plus viable sur le long terme. Tu dois gérer, ouais. vie reprend. Il faut que tu gères les chantiers, il faut que tu amènes ton gosse le matin. Mon pourquoi, c'était quand même la famille. Mais d'un autre côté, c'est la santé aussi. Donc, tu vois, c'est toujours essayer de trouver le bon équilibre entre tout. Je dis pas aux gens d'en faire leur vie, en fait. Il y a des solutions dans la vie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'immobilier. Tu peux t'épanouir dans le salariat. Je suis pas du tout en mode, il faut faire que ça. C'est pas mon profil. Je dilue tout le temps mes propos. Et au moment d'aller à la banque pour présenter ce projet, en fait, on en avait 2 en tête. Et la banquière, elle nous dit, pourquoi pas les 2? Salut tout le monde et bienvenue sur cet épisode. Sur cet épisode, je reçois Peyo Otas. Peyo Otas, c'est un investisseur du Béarn ou du Pays Basque, on verra, il nous expliquera la différence dans l'épisode. Un investisseur immobilier aguerri qui a démultiplié pas mal de choses depuis ces 5 dernières années. Et on va découper l'épisode en 2 parties. Dans la première partie, Peyo va nous parler de son parcours, de son vécu, et on va vraiment découvrir quelqu'un d'assez entier, quelqu'un d'assez humain, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui a des valeurs humaines vraiment très respectables. Il va nous parler justement aussi de son milieu, d'où il vient, d'un milieu rural, d'un village de 1200 habitants. Je ne sais pas s'il est devenu le roi du village, mais en tout cas, il est devenu ce jeune du village qui en veut, qui bosse, qui est vaillant, comme il utilise ce terme plusieurs fois justement dans l'entretien. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet entretien avec lui parce que on a des valeurs qu'on partage, des valeurs de solidarité, des valeurs d'intégrité. J'ai senti vraiment une personne très intègre, très honnête, très franche aussi, très directe, parfois clivante, mais on va voir, il essaie de se soigner justement pour être finalement le plus adouci possible aussi dans sa vie de tous les jours. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et justement, à l'aube de ses 30 ans, on va le voir, il se pose la question de qu'est-ce qu'il veut maintenant, qu'est-ce qu'il veut une fois ses 30 ans passés, dans 3-4 mois. Il a réussi pas mal de choses aujourd'hui, accompagné de sa conjointe, Lucille, qu'on écoutera d'ailleurs à la fin de l'épisode, parce que j'ai eu envie de la faire intervenir, c'était pas du tout prévu, mais il me semblait intéressant aussi d'avoir sa vision des choses, pas sa version, mais sa vision, parce qu'ils ont quand même la même version. Donc on a séparé cet épisode en 2 parties. La première, comme je disais, parcours de Peyo, et une deuxième partie dans laquelle on rentre plus dans le vif du sujet de son parcours en tant qu'investisseur immobilier, de leur parcours avec sa conjointe Lucille d'investisseur immobilier. Voilà, sans plus attendre, je vous invite à écouter ou à regarder en tout cas sur YouTube ou toutes les plateformes de podcast qui existent au monde cet épisode dans lequel j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je crois qu'on a peut-être échangé et discuté encore plus longtemps même que l'épisode une fois qu'on avait éteint les caméras et les enregistrements, mais tout ça, tout ce qu'on s'est dit, malheureusement, vous ne le saurez pas, et heureusement pour nous, puisqu'il faut aussi qu'on garde un petit peu d'intimité dans tous ces échanges. Voilà, bonne écoute, bon visionnage, peu importe, et surtout, réagissez, laissez-nous des likes, laissez-nous des commentaires. On a envie de savoir aussi si cet épisode vous a impacté et ce que vous avez retenu du parcours de Peyo. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Salut Peyo. Salut à toi. Ça va bien ? Ouais, ça va. Ouais. Content que tu m'accueilles. Écoute, avec plaisir. Merci d'être venu à Toulouse, cette belle ville rose. Ça nous fait un petit week-end en amoureux, c'est parfait. Ouais, voilà. On a le plaisir de vous accueillir, toi et ton épouse. Vous êtes mariés ? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est pas le bordel. C'est pour quand le mariage ? Je la regarde du coup, elle est dans le studio. Je dis c'est pour quand le. Ça part mal. Ok, il n'y a pas le projet. Mais vous avez des enfants ? On a un enfant. Un enfant. Okay. 20 mois. 20 mois. Ayande. Ah ouais, putain, vous avez encore du taf. Ouais, mais franchement, on se plaint pas. Comment tu dis que ça s'appelle ? Ayande. Ça veut dire Arnaud en français. Okay. C'est un basque. Ok. Donc c'est un peu. Parce que t'es basque, Peyo Otas. Ouais, après je suis basque. Alors les vrais basques vont dire que non, parce que du coup, j'habite vraiment à la frontière. Donc à part le prénom, voilà, je le parle pas non plus. Ok. Mais du coup, quand t'es au Béarn, t'es le basque. Et quand t'es au Pays Basque, t'es le Béarnais. Donc c'est un peu compliqué quand t'es au milieu, tu vois. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, tu as tout un écosystème autour de l'immobilier. Enfin, grosso modo, ta vie, c'est l'immobilier, professionnel, j'entends, et personnel aussi, parce que tu vas nous raconter. Je pense qu'à la maison, vous parlez quand même souvent de ça aussi. Oui, sachant que moi, j'avoue que j'ai tendance à pas distinguer les deux. Pour moi, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de tout. C'est que du coup, tout est lié. Quand tu es dans ta vie perso, tu as quand même l'immobilier qui revient. Et quand tu es dans l'immobilier, tu as ta vie perso à gérer au milieu. Ouais. Et donc, mais c'est la chance dans un boulot comme ça, avec l'immobilier, que tu as du temps à des moments où il t'en faut. Et il y a des fois, tu n'es pas avec les copains parce qu'il faut rester au boulot. Mais c'est quand même très lié, le perso et le pro. Ouais. Et ça, je pense que c'est le propre de tout entrepreneur, investisseur, ou tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est quelque chose que souvent les salariés ont du mal à comprendre, ou quand tu as un couple un peu mixte des fois et qu'il y en a un qui est très focus salariat, l'autre entrepreneuriat,
Mais ça aurait pu, peut moi, je manquer pense que ça aurait pu d'équilibre. créer entre Lucille et moi des tensions d'entrée. Après, j'aime pas faire des. Dans ma vie de tous les jours, j'essaie de diluer tous mes propos, Ouais. diluer salarié, patron. Ouais, J'aime ouais. pas parce qu'on crée des oppositions. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à Ouais, je plus suis savoir se d'accord. parler, si on comprend Ouais. le principe. Et avec Lucille, non, la chance que j'ai eue, ça c'est une partie de chance, le reste c'est du boulot, on va dire, mais la chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'a toujours encadré, et je pense que les gens autour de nous qui me connaissaient à moi avant, lui ont surtout dit de me canaliser, mais pas de me freiner. Je pense que si on m'avait freiné, j'aurais pas été aussi tendre, enfin, j'aurais pas essayé de comprendre et j'aurais été un peu trop bourrin. Et du coup, je pense que ça a été hyper utile, et maintenant on se complète à bloc. Alors que je pense qu'à la base, que ce soit elle ou moi, on n'avait pas forcément une appétence à foncer là-dedans. Je me suis pas levé un matin en me disant je veux faire ça. C'est venu par la force des choses. Tu vas nous raconter d'ailleurs, Ouais. si tu peux nous faire un peu justement quelle est ton histoire personnelle. Ouais. Je pense que c'est intéressant pour mettre un peu de contexte. Et puis ensuite, on passera sur du concret IMO. Ouais. Mais le pitch, il est un peu simple. Pour certains, il va être redondant, mais en gros, parcours personnel. Je suis pas issu d'une famille qui a des appétences à l'immobilier ni si à l'entrepreneuriat. Mon père était entrepreneur, donc il Dans avait quel domaine? peinture en Peinture, bâtiment. ok. Voilà. Je l'ai connu jusqu'à mes 12 ans parce qu'il est décédé. D'accord. Voilà, un suicide, donc quelque chose Ok. d'assez brutal. Ok. Donc on s'est retrouvés, ma mère, mon frère et moi, mon grand frère, 4 ans de plus, Sébastien. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça qui a déclenché mon premier petit coup de boost dans la vie, où tu te dis qu'en fait tout tient à un fil et que du jour au lendemain, tout peut basculer. Ouais. Et je pense que tu as beau avoir 12 ans, tu l'assimiles quand même un peu comme ça. Donc ça a été le premier truc. Après, le deuxième truc, ça a été des études assez classiques. Je voulais pas faire d'entrepreneuriat. À la base, je pars en mécanique moto parce que c'est une passion de retaper la mobilette au fond du garage. J'en retape une, deux, ça me plaît. Et je dis, je vais en faire mon boulot. Genre kit 80. T'as tout compris. Ouais, Voilà, ok, j'ai je tout comprends, trafiqué. Voilà, j'ai eu le hangar rempli de mobilettes. Ma mère a pété un plomb. Je mettais tous mes sous là-dedans. Le castrage, tout passé là-dedans. Les clapets carbone. T'as ça, tout ouais, compris. j'ai vécu, Et voilà. Et sauf qu'au final, t'as rien qui roule. Alors, t'as un beau kit 90 qui a Et ça fait jamais du bruit roulé. par contre. Ça fait du bruit. Donc, j'étais entièrement dans ça. Et voilà, je suis parti dans ce cadre-là et sorti de mon bac pro en mécanique, je veux partir en vente parce que j'avoue que le côté rencontre humaine et tout me plaisait. J'avais ce côté ultra humain à vouloir rencontrer des gens, parler, faire le con. Je suis vraiment dans la seconde degré à bloc dans ma vie de tous les jours. Et du coup, je pars en vente, mais sauf qu'au bout d'une semaine, ça le fait pas. Ok. T'as identifié pourquoi? Ouais. Ben en fait, j'étais dyslexique, je suis dyslexique. Okay. Et pour moi, c'est pas une force, c'est pas une faiblesse, mais bon, voilà. Et du coup, au moment de répondre au téléphone, d'envoyer des mails et tout, au bout d'une semaine, c'est vite rendu compte que j'étais à la rue, à l'écrit. Ouais. Et ça a fait un couac d'entrée. Et il m'a dit, bon, ben ça va pas pouvoir le faire. Là aussi, deuxième claque, t'as 18 ans. C'est pas lire et écrire, ça m'a foutu un bon pet. Mais je remercie absolument je remercie ces coups de la vie, en fait, d'avoir pris dans les dents. Et remise en question, et puis à ce moment-là, les portes du bâtiment s'ouvrent pour moi, par pur hasard là aussi. L'un de mes meilleurs copains de mon père qui venait racheter une boîte de plâtrerie. Okay. Et il me dit, Péyo, ça t'intéresse? Moi, je connaissais rien, je savais même pas qu'on faisait des cloisons, on avait des plaques de B13, alors pour te dire, je partais de très loin. Et ça part comme ça, et passion du bâtiment, et maintenant, si je dois l'analyser, je sais pourquoi. C'est parce que je pense que j'avais besoin d'être valorisé à cet instant de ma vie. Et le fait que j'avais 18 ans, un truc tout bête. T'as un apprenti qui a le permis, ça vaut de l'or. Ouais. Donc tu peux aller lui faire chercher des sacs, tu peux aller faire... Donc rien qu'un détail comme ça n'en était pas un. Donc ça m'a valorisé. Physiquement, j'étais pas pourri, je faisais quand même un 90 kilos déjà. Ouais. Donc il faut remuer. Le mec qui bosse avec toi, il a pas trop peur de remuer des plaques avec toi ou de faire des choses dangereuses avec toi. Donc je pense que ça a aidé, et vu que ça me valorisait, j'étais trop content, et je me suis impliqué à fond là-dedans. C'est devenu ma passion. J'ai fait un chantier pour les copains, 2 chantiers, 3 chantiers. Okay. Voilà, et jusqu'au jour où mon père avait un dépôt et qu'on avait gardé à côté de la maison, et je tannais ma mère pour retaper ce dépôt. Ok. Depuis. T'avais quoi en tête? Et faire un loft. C'était mon rêve, mais un rêve de gosse en fait. Tu sais, on a tous ce rêve d'avoir la première mobilette dans son garage, d'avoir une petite bagnole, voilà. Je pense que des rêves de garçon, voilà. Et je voulais faire un loft. Et j'ai tanné ma mère pendant des années. Elle m'a dit non. Et en fait, elle m'a donné une leçon que je retiens encore. C'est si tu fais quelque chose,
donne-toi les moyens de un, mets les moyens aussi pour que ça vale un jour quelque chose. Ouais. Et moi, à la base, quand j'ai voulu faire ce hangar, je disais à maman, je vais faire une petite chambre pour jouer à la play avec les copains. T'as 15-16 ans, tu vois, je veux dire, faire venir des copines, c'était plus le délire, je pense, à ce moment-là. Et du coup, ça part comme ça. Et ma mère, elle me fait, par contre, si tu fais un truc là-dedans, c'est pour faire bien. Et j'avais toujours ça en tête et je savais pas comment faire, j'avais pas non plus les moyens. Donc, premier CDI en plâtrerie, et là, un soir, je rentre et je dis à ma mère, je vais acheter le hangar. Elle me dit, ok, mais présente-moi un truc qui tient la route. Elle me challengeait déjà, je pense. Et jusqu'au jour où je présente un truc qui tient la route, elle a dit on appelle ton frère et on voit comment on peut faire pour filer les parts, équilibré pour tous les deux, bien sûr. Voilà. Et du coup, on a fait ça et j'ai retapé ce hangar. C'était mon premier réno personnel. Okay. Par contre, j'ai mis du cœur à fond, des arrondis, des bandolets dans la chambre, de la baie vitrée à galandage de 3x3. Tu vois, je voulais vraiment. Plaisir, oui, exactement. Mais en fait, mon temps, je pense que quand on est jeune, et ça, c'est souvent dit dans toutes les vidéos que je vois et compagnie, c'est que les gens âgés ont de l'argent, mais moins c'est la motivation. Les gens jeunes n'ont pas l'argent, mais la motivation. Et du coup, en fait, tu compenses. T'as pas l'argent, donc tu mets ton temps. Ton temps n'a aucune valeur quand t'es jeune. Fait. Donc, j'étais vraiment comme ça. Mais tu vois, assez naturellement. J'ai pas eu à me buter à regarder des vidéos. Et là, t'as tout fait tout seul ou t'as quand même bossé avec des gens J'ai fait une bonne partie tout seul, mais en vrai, je me suis fait aider. Tu sais, on vient d'un secteur assez rural où ce côté-là, c'est... Tu sais, je veux pas faire l'ancien, mais c'est vraiment le rugby, les copains. T'as toujours le charpentier du coin qui te dit ah ben tiens Peyo, je vais te filer un coup de main parce qu'il voit que t'es un peu vaillant. Et je pense que tu te files la main comme ça et t'attires, tu rayonnes en fait ça, je pense. Si tu es vaillant, ça se sait, ça se transmet. Et en fait, cette spirale positive, tu l'as créée autour de toi. De par. C'est vrai, c'est juste. Ces réseaux, c'est vrai que dès que tu sors des grosses agglomérations et tout ça, c'est vrai qu'il y a plus ce sentiment de solidarité que quand tu es dans des grandes villes ou des agglomérations. Tu vois, j'ai fait des moments où je me rends compte que tu vois, je vais faire des séminaires où j'essaie de sortir de ma zone de confort un peu de chez nous. Moi, pour moi, c'est pas compliqué. La France, ça s'arrête à Toulouse et Bordeaux. Tu fais un cercle, là, on est chez nous. Le reste, c'est le Nord. Mais ça, c'est ma perception des choses qui est pas forcément bonne. Mais tu vois, quand je pars faire des séminaires, rencontrer des gens d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, on vit dans un écosystème local qui est très différent. Et moi, en fait, quand on me pose des questions ou quand je viens dans des moments comme ça, c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait, parce que je trouve qu'on n'est pas vraiment... On n'a pas de visibilité. À la rigueur, c'est très bien. C'est ce qui fait que notre écosystème reste, tu vois, le manque de visibilité. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas en parler quand même, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se former, de regarder des vidéos sur Internet pour avoir ça, alors que nous, naturellement, il y a déjà cette entraide, il y a toujours... Tu vois, je te parlais de rayonnement, on t'apprend à rayonner et tout, mais chez nous, en fait, je pense que les gens l'ont un peu naturellement, quoi. Les valeurs, elles sont transmises de père en fils, et tu le sens dans l'ambiance du village. Donc... je me suis fait aider, mais voilà, de cette façon-là. Ok. Et ça en a fait quoi après de ce loft ? Alors du coup, le loft, j'ai vécu avec Lucille dedans pendant des années. Et après, il a fallu faire une culbute. Et ça a été très dur émotionnellement de le faire, en toute honnêteté. J'imagine. C'était le hangar mon père, il y avait des sentiments. Mais je pars d'un principe où je me dis que de là-haut, s'il est encore là, il se dit tu quoi, fais-le, et fais mieux. Alors je dis peut-être ça pour il aura déjà été fier de la transformation. J'espère. Après, tu peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Mais j'avoue que j'ai tendance à croire qu'il est encore là, et donc du coup tu te bats pour un truc invisible, et c'est à la force une force. C'est toujours pareil, c'est une force et une faiblesse. C'est que dans des moments durs, tu te bats contre un truc qui est imaginaire, mais dans des moments durs aussi, ça peut t'aider à te dire putain, il y a quelqu'un qui me regarde, vas-y, fonce. Et donc j'étais un peu câblé comme ça c'était sur la partie travaux. Et après, troisième truc, je joue au rugby, mais ça j'en ai parlé aussi. Je joue au rugby, je suis pas une machine. Je joue à l'échelle locale en cadet junior, rien de foufou. Tu déconnes avec les copains le samedi. Sauf que je me trouve hyper irrégulier. Et ça, c'est un truc que je comprenais pas. Je comprenais pas comment physiquement j'étais bien le vendredi et pas le samedi. Et quand tu fais mon gabarit, du coup, c'est pas trop entendu, tu vois. Ça a été un souci. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vécu, mais je trouve que bizarrement, quand physiquement t'es un peu plus chétif, on te pardonne un peu plus la blessure. Par contre, quand tu es physiquement assez grand et assez costaud, de suite, c'est pas possible que tu pètes. Parce que tu es obligé d'être un dur, tu vois. Et ça a une période que je m'en souviens, je l'ai pas bien vécu, cadet junior sur la fin, là, au moment de passer en senior, parce que j'étais très irrégulier et les gens ne le comprenaient pas, et moi-même, je le comprenais pas. Ça, tu l'avais pas identifié ? Non, t'arrivais pas j'arrivais pas à l'identifier. J'allais chez les docteurs, j'expliquais. Je dis, il y a des jours, j'ai l'impression que j'ai les os cassés au niveau du bas du dos. Impossible à comprendre. 1 an et demi à trouver. Et un jour, je vais chez un rhumato, il m'a dit t'as une spondylarthrite ankylosante. Ok. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? En fait, c'est une attaque auto-immune. C'est ton corps qui attaque ta colonne vertébrale. Et en fait, qui crée de l'arthrose autour des articulations. Et qui se développe jusqu'à remonter toute la colonne.
Donc moi, je suis attaqué au niveau du bassin. On arrive à compenser par les médicaments et les traitements. Pendant 3 ans, j'ai bouffé des anti-inflammatoires. Ça m'a détruit l'estomac et c'est pas très bon pour la santé. Et en fait, le traitement, la phase au-dessus, c'était l'Humira, c'est une piqûre. C'est des injections? Voilà, des injections que tu te fais toi-même et ça t'affaiblit les défenses immunitaires pour plus qu'à t'attaquer en résumé. Ok. Donc en gros, ils te disent que t'es... Donc du coup, t'es plus exposé à plein de sortes de virus et tout ça. Je te dis honnêtement, moi personnellement, voilà, c'est mon cas perso, je le ressens pas. Okay. Je dis pas qu'il y a encore le psychologique, je vais pas partir dans des délires. J'entends tous les gens qui ont des problèmes, mais j'avoue que si tu te dis que t'en as, je pense que t'en as encore plus. Ça veut pas dire que tu l'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas penser positive et tout. J'ai pas eu ça, je pense que je l'ai eu naturellement. Mais voilà, en gros... Et ça t'handicape pas aujourd'hui alors du coup toi? Il y a un mois je t'aurais pas dit ça. Il y a un mois j'étais pas bien. J'ai passé un mois catastrophique et je viens de me rattaquer les traitements là il y a une semaine. Ok, parce que t'avais arrêté? J'ai arrêté à la naissance d'Ayandé, mon fils. Donc il y a 20 mois. 20 mois exactement. Parce que pas par mec bourru, je vais arrêter, je vais prouver à tout le monde que c'est possible. Parce que je considère que c'est pas hyper sain de se foutre des traitements dans le sang entre 20 et 30 ans et sachant que tu es censé tenir mathématiquement, on va dire jusqu'à 80 aujourd'hui, tu vois. Et on n'est que de passage. Et du coup, ça me faisait un peu chier de faire ça. Et en fait, ma belle-mère m'a parlé de la cryothérapie. Et si tu pars dans des chambres froides à moins 110 degrés. Je connais bien les sportifs de haut niveau. Pas du tout de haut niveau, moi, mais t'as compris. Et du coup, on m'avait parlé de ça. On m'a dit, ça peut aider. J'en parle à ma rhumato. Et elle m'a dit, Péyo, j'ai personne qui fait ça. Mais si tu veux être le patient zéro pour qu'on fasse un test, moi, c'est toi, c'est ta santé, si tu te sens... Pour le coup, c'est du froid, c'est pas non plus, il n'y a pas de dangerosité. Mais il fallait arrêter le traitement. Le risque, il était là. Et le traitement me tenait bien en forme, quand même. Donc, j'ai pris le risque, je l'ai fait, sauf que c'est à Mazères-Lezon, c'est-à-dire à 1 heure de chez moi. Donc, tu mets 1 heure aller, 1 heure retour pour 4 minutes dans une chambre froide. Là, c'est l'inconvénient du côté rural, par contre. Là, sur ce côté-là, ça, c'est sûr. C'est que pour des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Donc voilà comment ça s'est passé, je l'ai fait, ça a tenu, j'ai réussi à faire 30 jours d'affilée, tout roulait pour moi, franchement, je suis convaincu du principe, du système, mais c'était plus viable sur le long terme. C'est lourd à gérer. La vraie vie reprend, il faut que tu gères les chantiers, il faut que tu amènes ton gosse le matin. Mon pourquoi, c'était quand même la famille, si c'est pour... mais d'un autre côté, c'est la santé aussi, donc tu vois, c'est toujours essayer de trouver le bon équilibre entre tout. Et c'est parti comme ça, jusqu'au jour où j'ai été de moins en moins, et jusqu'au jour où là, le mois dernier, c'était très compliqué, quoi. Et là, tu te lèves le matin, tu bouges à peine les jambes, tu bouges la tête un peu, tu te jettes par terre, c'est de l'arthrose, quoi. Et ça, il faut le vivre si vraiment tu te transformes dans la nuit en une barre de fer, en résumé. Et du coup, là, j'ai rattaqué vendredi, et c'est fou, le jour et la nuit, depuis que je rattaque, Mais du coup, ton état d'esprit change aussi. Je dis toujours, c'est comme quand t'as de l'argent et pas d'argent. Bien sûr. T'as un profil défensif quand t'en as pas, et quand t'en as, t'es là en train de dire, je vais mettre un peu là, on va faire un peu ça, tu vois. T'as toujours autant de questions, même plus des fois, mais c'est pas pour la même chose. Exactement. Mais là, oui, donc je comprends que du coup, si ce sujet-là ne t'handicape plus le cerveau, du coup, au moins, tu peux te libérer sur tes projets, quoi. Mais voilà, c'est 3 phases de ma vie qui ont forgé un peu le caractère que je pense que je peux avoir aujourd'hui. C'est pas vraiment du caractère. Mais qui tu es, quoi. Et ma perception de voir la vie, en résumé. Je pense que ma perception de la vie, maintenant, elle est devenue très simple. C'est qu'on n'est que de passage. La réussite des autres n'enlève pas la tienne. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très juste ce que tu dis. Et ça, c'est mes trucs numéro 1. Le respect et l'introspection. C'est les 4 valeurs que, si j'arrive à transmettre à mon fils, ça sera énorme. Et moi, maintenant, je suis content. Mes activités font que, là, je pense qu'à partir de septembre, je pourrais me libérer un peu plus. Je pense qu'avec Lucille, on a construit un beau bateau. C'est du boulot, c'est de la gestion, c'est tout ce que tu veux. Mais maintenant, je sais que mon temps, je suis pas obligé de le vendre. Et si je veux un pote qui m'appelle, il me dit, là, comme tout à l'heure, on m'appelle tu me prêtes ton camion plateau, va chercher les clés, prends-le. Et du coup, maintenant, je suis trop content, on m'appelle, je suis dispo. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Et comment, justement, t'es arrivé là? Comment vous avez commencé? Est-ce que tu as démarré tout seul? Est-ce que tu as démarré avec Lucille, justement ou... En fait, on a démarré vraiment par hasard, on va dire. Moi, pas du tout pro immobilier. Donc, je fais ce loft à 18-19 ans, à peu près pour recontextualiser. Lucille, on se rencontre, elle était en train d'acheter son premier appartement. Elle va sourire, mais je la vois pas. C'était pas le coup du c'était pas le coup du siècle, mais voilà. Non, mais à ce moment-là, on n'était pas elle rit jaune, je vois qu'elle rit jaune. Mais au final, on s'en sort pas mal. Mais du coup, pas le coup du siècle, et du coup, elle se met à le louer, à venir vivre chez moi.
Du coup, en gros, loyer égal crédit. Tu l'as loué en meublé, Lucille, ou tu l'as loué en nu? Là, on était en nu. On était dans la totale, tu vois. Les mecs écoutent, ils s'en foutent. Et du coup, c'est parti comme ça, à la louer. Et moi, je me dis, mais c'est ouf. En fait, quand tu loues, vraiment, le raisonnement de base. Mais il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de la force de l'immobilier avec ça. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte, les gens qui s'en rendent encore plus compte, c'est ceux qui vendent leur résidence principale. Exactement. Ouais. Ils font une plus-value. Ils se disent, putain, combien de temps j'aurais mis dans ma vie pour mettre ça de côté? Et du coup, ils se retrouvent à 25 ans. Et la force des choses, je me suis rendu compte dans la story, souvent, c'est j'achète de mon côté, elle achète de son côté, on se rencontre en boîte de nuit, on se dit, ça serait cool qu'on vive ensemble. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vend le second, on se rencontre dans la 3 sous, on se dit, ça serait bien qu'on achète un petit appart pour le louer. C'est vrai. Et je vois les gens qui viennent te poser des questions, souvent, c'est ça. Tu as eu un levier et en fait, tu te rends compte que l'immobilier, je dis pas aux gens d'en faire leur vie, en fait. Il y a des solutions dans la vie, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il n'y a pas qu'immobilier. Tu peux t'épanouir dans le salariat. Je suis pas du tout en mode, il faut faire que ça. C'est pas mon profil. Je dilue tout le temps mes propos parce que tout le monde n'a pas les... Moi, ça a été ça, nous, ça a été ça. Et c'est parti comme ça. Ouais. Donc, Lucille à Lou, elle vient vivre chez moi. On se rend compte qu'en fait, en endettement, il n'y avait quasiment rien, puisque là-bas, ça s'autofinançait. Ou à la rigueur, à payer le foncier. Et on se disait, t'imagines, dans 20 ans... si tu fais ça x20, x30, x40... en fait c'est parti comme ça. Et on parlait, on était un week-end à Barcelone, je dis toujours dans la Sagrada Familia, je sais pas, un jour on ira proposer un cierge là-bas devant. Quand elle sera finie. Mais je crois qu'elle est finie, donc il faut qu'on y reparte. Et du coup, ça part comme ça, et Lucille, elle me dit, on va faire quoi? Il faut que je le loue, et cet appartement. Et je dis, mais attends, c'est un gros problème de... Enfin, je sais pas, je pense que j'ai vécu pire dans ma vie que de me dire, qu'est-ce qu'on va faire de cet appartement, tu vois, le gros problème... Il y a pire, quoi. On était jeunes en plus. Et juste quand on rêve, elle me dit, moi, t'imagines si dans des années, on a un appartement sur la côte. Nous, on vit à 1 heure de la côte. La côte basque. La côte basque Atlantique, ouais. Et du coup, on se dit, ça serait énorme d'avoir un appartement sur la côte. Et c'est parti comme ça. Et je lui dis, mais moi, j'ai une histoire de gens qui, en fait, en louant l'été, ça leur paye les frais de l'année. Donc, ça veut dire que tu as 20 et quelques piges, tu as un appartement sur la côte. Et tout l'hiver, si tu veux prendre le topo, c'est un petit train qui part d'Espagne, du Pays Basque à Saint-Sébastien, si tu veux. Et ça veut dire que tu vas aller en boîte de nuit, tu veux sortir l'hiver, c'est jouable. Tu as toujours un moment dans la saison où tu prends ta bagnole après le boulot et tu peux y aller. Et du coup, c'est parti comme ça. Et au moment d'aller à la banque pour présenter ce projet, en fait, on en avait 2 en tête et la banquière, elle nous dit, pourquoi pas les 2? Là, on avait 20 quelques piges. Les mensualités représentaient mon salaire complet. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce monde de fou? Mais c'est pas possible. Elle a dit, oui, non, mais ce que vous m'avez présenté, le business plan, parce qu'on avait fait un truc, mais rédigé, quand je vois ce qu'on monte aujourd'hui comme dossier, et ce qu'on a fait à l'époque, je me suis dit, c'est dingue. Et on monte ce dossier, elle nous dit, oui, mais moi, je vous suis pour les 2. On est sortis de là, on était comme des fous. On s'est dit, t'imagines, déjà, en 6 mois, tu t'enlèves une pensée limitante qui te disait que c'est impossible. Et au final, tu te retrouves avec 4 logements à 23, 24 ans. Et le comble, c'est que c'est un banquier qui te dit que c'est possible. Souvent, c'est lui qui te dit que c'est pas possible. Mais maintenant, de plus en plus, c'est lui qui dit. Et c'est parti comme ça. Parce que ça, c'était quelle année à peu près? On est encore là. À peu près. Lucille a dit 2005. Voilà. Heureusement qu'elle est là, Lucie. Elle n'a pas voulu s'asseoir avec nous. Mais au final, heureusement qu'elle est là. 5 ans. 5 ans qu'on a commencé et c'est parti comme ça. C'est il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans. Oui, pas 2, t'as dit 2005. Non, il se trompe. Il y a 5 ans. Excuse-moi, j'ai vu 5. Excuse-moi. 2005, c'était il y a 20 ans. J'avoue. Je commençais très tôt. Et du coup, il y a 5 ans alors, excusez-moi. Et on achète cet appart. Et moi, c'est une transition dans ma vie où on trouve, pour revenir sur le pitch du début, on trouve ma maladie. Mon patron de l'époque, il y avait le dessinateur. Je bossais dans une boîte de plâtrerie, si tu veux. Et il n'avait pas que ça. Pierre, il avait aussi une boîte de maîtrise d'œuvre à côté. Et le dessinateur s'en va. Il me fait, Peyo, t'as tes problèmes de santé. Est-ce que ce serait pas le moment que tu passes dans les bureaux dessinateur? Alors moi, je dis oui à tout. J'avoue que je suis curieux de tout. Et il me dit, tu t'es rappelé tes dessins à l'école, tu t'es dit... je pense que j'ai jamais eu un niveau dessin comme ça. Tes Pictionary, tu t'es dit, ok, c'est bon. Mais en vrai, je partais aussi d'un principe où dans le bâtiment, on a tendance à... Et j'étais comme ça à l'époque, parfois je suis peut-être encore, à dire, ouais, c'est salaud dans les bureaux, ils auraient dû dessiner la porte là. J'avoue. Moi, pareil, si tu veux. Tous les métiers terrain, en fait, on a tendance à juger toujours les métiers bureaux. Mais en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, on a tendance à juger des strates, parce que dans nos têtes, déjà, on fait une pyramide, naturellement, malheureusement. Et qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et on juge sans savoir, en fait.
Et un jour, je me souviens, quand Pierre il me propose ça, dans ma tête, le truc, c'est de me dire, eh ben, tu sais quoi, Peyo, on t'ouvre la porte pour rentrer dans ce monde-là et leur dire, oh les gars, sortez les plans, ce serait bien qu'on fasse ça, 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 et essayer de dialoguer. Nous, regardez sur chantier, là, on peut même pas passer la visseuse, enfin, c'est des enfers pour plein de la porte, elle s'ouvre même pas à 100% si tu la colles directement à la cloison, des détails, tu vois, que pour nous, sur le terrain, nous paraissait bâton, mais en fait, nous, à part critiquer, qu'est-ce qu'on faisait? On allait le faire? Non. T'allais derrière l'ordi le dessiner le plan? Non. Mais critique pas alors, tu vois. Et là, le déclic de Pierre, il me laisse l'opportunité de le faire. Et je la saisis, et je pars au compagnon dessinateur. Et au moment où j'étais au dessinateur au compagnon, j'étais avec des mecs qui avaient beaucoup fait d'école, en fait, et peu de terrain. Du coup, première semaine, très compliqué. Même à 2 doigts d'arrêter, j'en avais parlé avec Pierre, j'étais pas du tout à l'aise dans le jargon, tu sais, moi tu me parlais APS, APC, DP, permis, oh là là, je me suis dit... Ouais, mais moi... Toi, t'étais dans l'exécution, quoi. Exactement. Et en fait, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que si tu vulgarisais tous les mots qu'ils utilisaient, c'était pas si sorcier ce qu'ils disaient. Et ils avaient des connaissances à m'apporter, mais je pense que sur le terrain, j'avais des 2-3 tips à leur donner qui pouvaient les aider. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Et pendant que j'étais au compagnon avec eux, ils m'ont beaucoup apporté, certains. Et moi, j'ai essayé d'apporter mon technique. Des trucs tout bêtes. Ils me montraient les plans. Je sais pas, il me dit, ah ben là, je lui dis, mais t'as pas un poteau sur ton ordi là? Il tient en Bluetooth ton ordi? Oui, mais j'ai vu sur Google qu'il y avait les poutrelles précontraintes. Je dis, moi personnellement, si j'avais à faire ce que tu es en train de faire là, je vais dans mon CBA Batiland, ce que tu veux du coin, là, ou tu vois, le magasin matériaux, je demande c'est quoi les classiques, et je dessine ma maison avec tous les classiques, tu vois, plutôt que de dire aux gars, on va devoir aller faire fabriquer des poutrelles, tu vois, et on part dans des délires, tout ça pour enlever un poteau qu'on aurait pu mettre à l'angle du toilette, personne ne l'aurait jamais vu, et voilà, du coup, on s'est apporté mutuellement beaucoup dans cette école. Et en fait, pendant que je dessinais, moi, j'apportais souvent des projets concrets, de choses que je visitais. Et du coup, je les mettais au milieu de la classe et je disais, les gars, il faudrait qu'on redessine ça. Et le prof était content, et moi aussi. Et en même temps, le casque. Et là, j'écoutais des trucs sur YouTube. Mais vraiment, en mode, je dessinais, j'écoutais. Et donc là, tu étais toujours avec les 2 apparts. Ouais. À ce moment-là. Là, on était en train de penser à acheter Pau. On a acheté Pau. C'était en même temps, oui, on a acheté Pau. Ouais, voilà, on a acheté Pau. On va pas t'entendre, Lucille. On va pas t'entendre dans le micro. Oh, donc on était en train d'acheter Pau parce que le deuxième Dandai c'était pas fait. Bon bref, on a acheté Pau et donc on était à 2 lots à ce moment-là. Mais je disais à Lucille, on peut pas jouer à un jeu. Je vais pas dire Monopoly parce qu'on va se faire striker et que c'est pas bien de dire des mots comme ça. J'entends que ça peut être mal perçu et tout. Mais du coup, on était en train de faire quelque chose sans connaître les règles du jeu en fait. Et c'est hyper dangereux de jouer à ça. Tu peux pas gagner la partie si tu connais pas les règles du jeu. C'est quoi les règles dont tu parles? Eh ben, des trucs de LMNP, IR, enfin fiscalité. Tout le juridique, montage, déjà fiscalité. Ça, les travaux, des connaissances qu'on n'a pas. Quand tu fais une division dans un appartement, il faut appeler la copro. Enfin, tu vois, un monde qui maintenant avec le recul, c'est des choses qu'on sait, mais t'as pas appris à faire t'es pas né en faisant tes lacets, tu vois. Tu l'as forcément appris à des moments. Et j'ai jamais trop voué allégeance à un seul personnage sur YouTube. Tu vois, j'avais tendance à... Je prenais mon camion, j'avais 1 heure de route pour aller à l'école. Je prenais ma bagnole. Je mettais des podcasts où j'écoutais. Donc, du coup, j'assimilais. Mais sans vraiment trop écouter. Tu vois, il y a des gens qui me disaient, mais comment tu sais ça? Je lui dis, tu regardes la télé et t'écoutes la radio? Oui, ben moi, je regarde plus la télé, j'écoute plus la radio. Et en fait, quand je fais un truc dehors ou que je suis au chantier, j'écoute. J'écoute ce qui se dit. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et j'assimilais naturellement alors que je suis pas du tout scolaire, tu vois. Et en fait, j'écoutais, par exemple, je te disais, je prenais un sujet, comment faire péter la plus-value immobilière? Parce que tu vois, comment, c'est quoi les règles pour pas qu'il y ait de plus-value sur le truc? Et j'écoutais la réponse d'un youtubeur, j'écoutais la réponse d'un autre youtubeur. Donc j'ai connu un peu les débuts de tous les mecs qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux. Et j'écoutais les 3, et en fait, en écoutant les 3, s'il y avait un truc qui revenait, je me disais, bon, c'est que c'est à peu près la vérité. Tu te faisais ta propre synthèse de tout ce que tu voyais. Je pense que ma vie a tourné un peu comme ça. Mais à ce moment-là, vos revenus, parce que quand tu as changé de boulot, ton revenu, il avait changé un peu quand tu étais passé dans le bureau? En fait, tu étais resté salarié, c'était comme si tu étais en formation, si tu veux. Et Lucille était prof des écoles, et Lucille n'a jamais changé de système de revenus, si tu veux. Et c'est quoi, ça a été quoi l'étape d'après, justement, qui vous a fait passer encore un cap? Le déclic, tu parlais de tout à l'heure, tu le fais une fois. Tu rentres à la maison et tu pensais plus qu'à ça. Mais je dis à Lucille, t'imagines si on le fait 10 fois? Elle me dit, c'est pas possible. Et comment vous avez fait derrière? Et du coup, on repart voir la banque et on lui dit, on peut continuer. Elle nous dit, là, ça va être un peu chaud quand même. Par contre, je vais pas vous mentir, il y a un truc où je peux pas trop dire non, c'est si c'est déjà loué. Ah bon? Tu vois, à ce moment-là. Ça comme ça? Ouais, c'était un peu ça. Elle dit, si c'est déjà loué,
vous achetez un chiffre d'affaires d'une société, en fait. Ouais. Tu vois, ça se loue. Tu prends moins de 30%, tu fais tes abattements, tu rembourses le crédit, les règles basiques bancaires. Et il y avait un calcul différentiel qui se faisait investissement par investissement, quoi. Ouais. C'était moins impactant le taux d'endettement qu'aujourd'hui. Exactement. C'était une autre époque aussi. Ouais. Et du coup, ça part comme ça. Je dis à Lucille, j'avais fait une recherche Le Bon Coin et ça s'appelait Déjà Loué. Tout ce qui pendait Déjà Loué, j'allais visiter. Et jusqu'au jour où on a eu une opportunité de racheter le patrimoine d'une famille où là, il y avait beaucoup de lots déjà loués. Ok. Et là, ça a été, je pense, l'une des premières marches, si tu veux. Il y avait quoi dans ce patrimoine? 14 lots, j'aurais dit. Ok. Dans un seul corps d'immeuble? 2 immeubles de rapport complet en monopropriété. Et le reste avait été déjà vendu à la découpe dans les copropriétés créées. Donc là, par contre, tu rentrais dans des copros. Bénévoles, souvent. C'est un problème, ça, pour vous, la copro? Vous qui avez les deux? Lucille, elle va dire oui. Elle dit oui, elle dit oui. Bah, en fait, j'ai envie de dire oui et non, parce que les gens qui nous écoutent, je sais pas les niveaux de chacun. Dire il faut foncer en monopropriété d'entrée, tu peux pas le dire à tous les profils, tu vois. Il y a des gens qui commencent par un, apprends à gérer un locataire, tu vois. Dans le conseil, c'est ça que je donnerais. Et d'autres, bon, t'as les moyens, t'as un peu d'expérience sur ce que t'as déjà fait avant, fonce et prends un immeuble de rapport divisé en 4 et simple, efficace. Si tu veux mixer avec de la courte durée, de la longue durée, ça, tu feras en fonction, ce que j'appelle de l'optimisation de parc immobilier que tu as déjà, tu vois. Et, mais ça a été un problème, en plus à Hendaye, je te dis honnêtement, sans tirer sur les agences de gestion là-bas, c'est que les réunions de copro sont en espagnol, alors que tu es en France. Ah ouais? Tellement frontalier, en fait. Et que la population de là-bas est tellement espagnole que Lucille a fait des réunions de copro où ils sont 2 Français, quoi. Et du coup, la problématique de la copro, c'est ça. Nous, là-bas... C'est bizarre, ça, parce que ça doit même pas être autorisé, même pas si ce sont normalement. Bah oui, t'as un immeuble... Donc les 2 Français râlent, il y a une petite mamie qui vit là aussi à Râle, et voilà. Mais nous, la copropriété, est-ce qu'on l'a mal vécu? En toute honnêteté, sur nos bâtiments, les apparts qu'on a eu en copro, on n'a jamais eu de problème de grosse rénovation où il pouvait y avoir embrouille, certains voulaient faire et pas faire. Ce qui peut être embêtant, c'est sûr que quand tu vois les frais que tu lâches à l'année, qui sont un peu perdus, même si ça valorise ton patrimoine dans ta tête, quand tu es primo-investisseur, tu lâches 80 €, tu as lâché 80 €, tu peux me dire ce que tu veux, dans la tête de base, ça peut bloquer. Mais je dirais pas qu'il faut pas le faire pour évoluer. À un moment donné, tu achètes un appart pour te faire la main, pour commencer, et des immeubles de rapport et de bonne qualité et déjà découpés. C'est pas non plus, ça tombe pas tous les matins. Ouais, c'est clair. Si tu as une zone de chalandise à 1 heure autour de chez toi, t'inquiète, t'es pas le premier à avoir à la recherche Le Bon Coin. C'est sûr, ça c'est certain. Exactement. Donc voilà comment ça s'est passé. Et ça, c'était donc tout loué, ça tournait déjà. Et pareil, la fiscalité, c'était nu, j'imagine? Pour eux, quand on a racheté, c'était une SCI. C'était une SCI. On a racheté un SCI à l'IS. Ah, c'était une SCI à l'IS? Et nous, on a racheté un SCI à l'IS. Donc la transition s'est faite très simplement. Et voilà. Vous n'avez pas racheté la SCI, vous avez racheté les biens? Non, en toute honnêteté, avec le recul, même avec la connaissance de micro-connaissance que j'avais à l'époque, je pense que ça aurait été le meilleur choix pour eux, fiscalement. Sauf que pour nous... De vendre des parts sociales et pas les biens. Et nous, on n'amortissait pas les parts sociales. Sauf que les travaux et l'achat, avec les travaux que tu mettais, tu faisais déjà de l'amortissement dans la... Clairement, ça crée du déficit de l'épargne. Totalement. Donc voilà. Donc c'est parti comme ça. Et du coup, j'avoue que tant qu'il n'avait pas mis sur la table à propos, ça m'allait très bien. Et je préférais faire une négo bête et disciplinée que rentrer dans le débat de on vous rachète des parts sur cette partie. Bon, je voulais pas batailler. Ça s'est fait comme ça. Et je pense que ce truc-là nous a fait prendre un virage personnel et professionnel. Tu vois, on revient sur le premier sujet où est-ce que est-ce que les deux sont liés? Oui, totalement. Du coup, mon frère, trop bien parce que ça lui a fait passer un step, parce qu'en fait, mon frère et sa compagne ont pris tout ce qui était en copro. Et Lucille et moi, on a pris les 2 immeubles de rapport complet. Parce que Seb et Manon, c'était leur tout début, ne sentaient pas de partir sur des monopropriétés. Aujourd'hui, je pense que si tu leur dirais, ils diraient on dégage tout ce qui est en copro, on part que sur des immeubles de rapport. Mais sur l'instant, c'était rassurant pour les deux. Et du coup, c'était trop cool. On a fait moi, personnellement, humainement, je mets vraiment l'humain dans tout ce que je fais de ma vie et de plus en plus aujourd'hui, j'espère. Humainement, j'ai rencontré mon frère, en fait. C'est le moment où tu fais un premier truc avec lui. Tu partages vraiment quelque chose de concret. T'es pas en train de te bagarrer pour la télécommande, tu vois. Tu passes un autre step. Je suis très fier de ça. Du step qu'on a pu faire passer. Et une fois, je me souviens, à quelques semaines de la signature où, tu vois, les banques, c'était chaud, ça a quand même été compliqué. Ça a mis du temps, en plus, c'était en plein Covid, ça a tombé pas un super moment. Et du coup, ma mère me dit, si ça se fait pas,
J'ai dit, ben, si ça se fait pas, on aura vécu un truc énorme en famille. Ouais. Franchement, et j'ai parlé à des gens, on a parlé même nous, tu vois. Je me dis, ça m'a permis d'avoir plus d'éloquence, de défendre mon beefsteak, je l'aurais jamais fait de ma vie, de rencontrer des strates à la banque où jamais j'aurais été à ce niveau-là, où mes pensées limitantes m'auraient bloqué de me dire c'est pas possible. Et toute émotion et toute cette histoire-là, pour moi, elle n'a pas de prix. Ok, ça serait pas fait, mais je sais, te dire qu'est-ce qu'on serait devenu, j'aurais fait autre chose, je sais pas, enfin, on ne peut pas savoir, on ne le saura jamais. Mais émotionnellement, en tout cas, ça apporte un truc de fou. Et j'étais très fier pour ça. Je pense sur ce projet-là, en tout cas, il y a eu beaucoup de trucs. Après, les autres projets, mais ça s'est enchaîné. Il y a eu une opportunité, on l'a faite, notre immeuble. Et ça, donc là, vous avez acheté avec une SCI à l'IS. Ouais. Les premiers, c'était en nom propre. Ouais. Les premiers appartements. Ouais. Et les fois d'après. Alors, déjà, parle-nous un peu de cette SCI à l'IS. C'était quoi le montant de l'acquisition de ces 2 immeubles à peu près? J'aurais les chiffres sur le téléphone, mais grosso modo, immeuble 1, 130 000 € pour 2 lots. Ok. Voilà, un petit immeuble divisé en 2 qui était déjà loué 1 000 €. Ouais. Donc, je sais pas, de tête, ça fait 10 bruts, tu vois. Ouais. Voilà. Et l'autre bâtiment, 230 et quelques, et pareil pour les loyers. En fait, si tu veux, c'était des bâtiments qui avaient été rénovés, mais avec les loyers en place, c'était assez faible, tu vois, par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui. Et c'est dans des villes... 1500 habitants. 1500 habitants, petite ville, vraiment petite ville. Ouais, et vraiment là où je vis, quoi. Là où on passe tous les jours, quoi. Et ça s'est fait comme ça, et maintenant... il y a aussi un petit tips, quand je te parlais d'optimisation immobilière de son patrimoine immobilier. Typiquement, cette SCI nous le prouve tous les jours. À chaque turnover, tu rafraîchis, tu loues plus cher. Ouais. Du coup, en fait, les loyers étaient bas, donc ça nous a permis de négocier une rentabilité. Quand il a fallu négocier en lot, on a dit, nous, sur une ville comme ça, en termes de rentabilité, on va pas aller à moins de temps, si tu veux. C'est parti comme ça, la négo. Et on a acheté un prix au mètre carré, si tu veux, parce que il y avait tellement d'appart que tu peux pas passer ta vie à dire, celui-là il vaut tant, celui-là il vaut tant. À un moment donné, il faut avancer. Oui. Tu dis, il y a tant de mètres carrés, nous, on rachète à tant le mètre carré. Et les loyers aujourd'hui, il y a tant qui tombent. Et bien, nous, pour notre rentabilité, pour que ça passe à la banque, il faut qu'on fasse tant. Et c'est parti comme ça. Et une fois que c'était loué, une fois que tu rafraîchis, ça t'empêche pas d'augmenter tes loyers. Et du coup, la vie de ta SCI économique, elle a une variable aussi. C'est pas figé dans le temps. Ce qui est figé, c'est ton coût d'achat. Ouais. En fait. Ça, tu le fiches d'entrée et tu sais combien tu as acheté. Et c'est pour ça qu'il faut bien le négocier au départ. D'entrée, c'est ça, il le dit souvent. Hein. De toute façon, tout est dans la négociation de base et dans ta revente. C'est là où tu as le gros du levier. Et le coût de l'argent. Le coût de l'argent, parce que là, c'était pas ton cas à cette époque-là. Mais aujourd'hui, le coût de l'argent. Voilà, moi qui ai vécu plusieurs cycles IMO, le coût de l'argent influe quand même pas mal. Ok. Je le vivrai aussi, j'espère. Sur les acquisitions que tu fais maintenant, oui, sûrement, parce que tu pourras les renégocier aussi, et choses comme ça. Mais j'imagine que là, tu avais eu des taux assez faibles. Bas, je pense donc tu les renégocieras jamais, quasiment. C'est sûr du donc ça, c'est figé pour toi. Tout à fait. Et du coup, voilà, cet immeuble, et on se rend compte que cette SCI, en faisant les rafraîchissements, tu as des variables. Et c'est pour ça que je dis parfois à des gens, là même, tu vois, on nous demande de plus en plus de conseils. Je dis parfois fonce. Ouais. Et pareil, le T2 de là-haut, tu vas le meubler, tu vas le mettre en courte durée, paf, tu vas optimiser pendant un instant T, et ton rachat de crédit haut, tu feras racheter le jour où ça descend, et peut-être que ça va monter, tu seras bien content d'avoir signé à 4. Ouais. Enfin, pour moi, la plus mauvaise décision dans la vie, c'est de pas en prendre. J'ai toujours raisonné comme ça aussi, tu vois. Dans les valeurs de base que je te citais, je pense que celle-là, elle en fait partie aussi. Mais c'est une qualité, je pense, parce que pas beaucoup de gens ont, malheureusement, de se dire qu'effectivement, il vaut mieux une mauvaise action qu'une inaction. En fait. Et ça, je trouve que c'est difficile dans le biais, tu vois, de l'être humain, intrinsèque, vraiment au départ, de se dire let's go, ok, c'est pas le meilleur truc, mais j'y vais quand même. Ouais. Ce que tu dis, comme c'est pas le meilleur truc, tu peux toujours trouver mieux. Mais à quel prix à quel coût du temps surtout que tu déroules. Mais pour revenir vite fait, rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai eu un cas concret d'un jeune qu'on est en train d'aider en ce moment. Et bien en fait, il a commencé par une super opération ultra rentable. Ouais, donc du coup, il a du mal à en faire. Ça fait 2 ans qu'il est en train de rader le bon coin et dire il n'y a rien de bon. Mais du coup, si tu faut pas mettre remuer le couteau dans la plaie, mais tu lui dis mec, t'aurais juste enchaîné, même si c'était pas les coups du siècle, rade aujourd'hui 3 ans après où t'en serais, tu vois. Pourquoi ? Parce que l'immobilier c'est du temps. Oui. Avant tout c'est du temps, et plus tu pourras regarder en arrière et plus riche tu seras en fait. Oui. C'est un peu ça. Et là vous en êtes où alors aujourd'hui à peu près ? Aujourd'hui ça représente pas mal de lots, ça représente
une cinquantaine de lots, 50-60 lots. Ouais, c'est balèze. Hein. Ouais, après, balèze, ça en fait des locataires. Ouais. Mais là aussi, en toute honnêteté, il y a des lots en cours de travaux. Donc en gestion locative, c'est Lucille qui s'en occupe. Ouais. Et on parlera de l'écosystème sûrement dans la phase 2. Là. Ouais. Lucille s'en occupe. Ça doit générer actuellement 30 de lots loués, on va dire. Okay. Et tout le reste est en rénovation, en train d'être fini. Donc, c'est parce que c'est récent. Ouais, les derniers achats viennent de se faire là. Donc, à la fin du cycle, c'est ce que ça va représenter. Et après, là, tu te retournes et tu dis, il est où mon pourquoi ? Est-ce que mon pourquoi, c'est dépendant de tout le système que j'ai créé ? Et là, on est vraiment, moi, personnellement, dans cette phase de réflexion. Là, vous posez la question. Alors, c'est quoi votre système aujourd'hui ? Comment vous vous organisez ? Parce que tu disais, Lucille, elle est prof des écoles. Donc, ça veut dire qu'elle a pas mal de vacances. Mais alors, et tu vois, et là, je remets un petit point, parce que content, la caméra est allumée. Mais quand on s'est rencontrés, elle m'a dit je suis fonctionnaire prof des écoles. Et je sais pas pour juger, mais malheureusement on met des gens dans des cases. Non mais c'est la vérité, il y a les vacances scolaires. Et du coup je me suis dit ça va être très très dur parce que j'ai jamais trop pris de congé. J'ai adoré être au chantier. Et c'est là qu'a été le déclic. Lucille est venue très vite avec moi au chantier, beaucoup m'aider. Et là, je me suis dit, bon. Et pour le coup, c'est plutôt confortable dans le fait de créer du patrimoine en famille. Et je trouve que d'être dans la fonction publique comme ça, c'est plutôt confortable. Lucille, on rigole, mais c'est le petit scoring bancaire de la bande. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton assurance. Mais faut pas se mentir, quand tu entreprends, tu as une zone de flou quand même artistique où pendant 2-3 ans, ils te regardent, on sait bien ce que vous avez en tête, ça marche bien, mais bon. Oui, parce que là, du coup, toi, tu as quitté ton boulot. Moi, c'est 100% de mon temps. C'était quand, ça ? Il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai quitté mon boulot. Parce que les loyers que vous arriviez à dégager généraient du cash ou pas du tout ? Non, j'avoue que mon raisonnement, il est très... C'est pour ça que j'aime bien en parler peu différemment. C'est que j'avoue que quand on prône le cash flow, SCI, l'IS et tout ce système-là, je suis désolé. Je partage totalement. Voilà. Moi, personnellement, tous les cash flows des biens immobiliers qu'on a, alors les gens ils te disent c'est bien, ça tourne, mais j'ai jamais touché un centime de ce qu'il y a. Le gain de ces sociétés-là on l'a jamais touché. Parce qu'à un moment donné, il y a un autre truc que tu dois absorber dans ton évolution, c'est que plus tu as de patrimoine, plus il y a un coût de travaux. Tu augmentes ton coût d'entretien, tu augmentes ta surface de toit, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu es là en mode américain, les cash flows ça crache et je vais vivre de ça, en société, je dis pas qu'il y en a pas qui le font, en LCD, en nom propre, il y en a qui en vivent, qui arrivent à avoir leurs vacances là où ils veulent et cette liberté de temps. Je sais pas si tout le monde c'est vraiment le cas, mais je sais pas ce que t'en penses toi. Alors moi mon avis il est assez tranché, j'en parlais dans mon bouquin sur les réseaux. Non mais d'ailleurs j'ai fait une capsule il y a pas très longtemps là, sur le podcast sur justement le cash flow, la théorie du cash flow, etc. D'ailleurs on les voit plus ces gens-là avec des taux à 4%, tu vois ce que je veux dire, les mecs qui prônent le cash flow maintenant ils vont sur l'achat-revente, c'est le nouvel Eldorado des formateurs, c'est l'achat-revente. Et la capitalisation, c'est très bien de capitaliser maintenant. Oui, voilà, alors que moi j'en parlais dans mon bouquin il y a 4 ans et tout le monde s'en foutait et c'était absolument pas vendeur, tu vois, alors que l'enrichissement latent c'est la base de l'investissement immobilier, mais bon c'est comme ça. Mais non mais c'est vrai, globalement clairement le cash flow si tu en as besoin pour remplir ton frigo, ça veut dire que tu as décidé que ton patrimoine il s'arrêterait là. Parce que tu n'as aucune capacité après de réinvestissement. C'est fini. Plus l'effet boule de neige. Bien sûr, si tu dépenses l'argent pour des dépenses communes, clairement acheter à bouffer, payer ton électricité, payer ton loyer, parce que souvent en plus ces mecs-là ils vont être locataires et même pas propriétaires, parce que tu sais il y a une notion aussi anti-résidence principale avec ça, qui va souvent avec les pro cash flow. Tu les rencontres plus que moi donc. Oui, tu vois, et puis j'ai bien benchmarké le monde de la formation, etc. Tu vois, donc voilà, donc c'est surtout n'achète pas ta résidence principale parce que ça te coûtera moins cher de louer un truc équivalent. C'est vrai en soi, ça te coûte moins cher de louer un truc équivalent que de prendre un crédit. Pour défoncer ta capacité d'emprunt. Voilà, c'est vrai, mais bon, au bout d'un moment, quand tu as une famille, des gosses et tout, tu as quand même envie de reposer chez toi, capitaliser pour toi, tes enfants. Et tout le monde n'est pas digital nomade ou rentier au bord d'une plage pendant 2 ans avec Pôle emploi picousé, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais en fait, je suis désolé, c'est un peu hardcore. Et j'ai appris un truc de fou. La semaine dernière, Lucille elle va rigoler parce que j'ai montré la vidéo. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des congés pendant Pôle emploi. Ah bon ? Alors, il faudrait que je me renseigne plus précisément. Mais j'ai vu 35 jours par an. Je me suis dit, c'est dingo. Mais t'es déjà payé par Pôle emploi et t'es payé pour. Bon, peut-être. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais incroyable. Donc, si tu veux, oui, c'est bien, tu peux suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux pendant 2 ans qui voyage partout dans le monde grâce à ses 2000 balles de Pôle emploi parce qu'il il était cadre dans la tech ou quoi, voilà, il a arrêté et qu'il a un peu de cash flow parce qu'il fait 3 ans de différé. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois. Quand tu fais 3 ans de différé, tu fais vachement de cash. Sauf que tu capitalises 0. Tu dois revendre au bout de 3 ans, tu revends quasi à perte parce qu'en fait, tu dois rembourser tout ton crédit, tu vois.
Bon, bref, les gens qui connaissent ce podcast le savent, donc c'est plutôt toi qu'il faut écouter. Bon, non, mais je suis entièrement raccord à ce que tu dis. C'est marrant parce que du coup, tu parlais, pour revenir sur le sujet, c'était la question, les revenus que ça génère. Est-ce qu'on vivait de ça? Non, aujourd'hui, je pense que les SCI à l'IS, je sais pas, on doit en avoir 5 ou 6. Les cash flows, ils restent dedans. Ils sont là pour faire la trésor. Ils font joli à la banque. Parce qu'ils aiment ça aussi. Tu vois, on ressort d'un rendez-vous mardi dernier où ils te disent ouais, on est content, vous avez réussi à stacker tout ce que vous avez gagné. Et ça a du poids pour refaire un effet de levier. Mais aujourd'hui, dire que tu vis de ça, si tu peux faire holding, remonter dividende, c'est ce qu'on a. Hein. Oui, Notre système fiscal, il est comme ça. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il faut prôner ça. C'est hyper dangereux de dire ça. Comme tu dis, tu grilles tes jetons. Et pourquoi payer ton loyer, ta bouffe, c'est pas... Donc non, mes revenus, ils n'étaient pas de là. Il y a eu ces 2 ans d'Acre comme tout le monde. Ça, c'est l'Eldorado, ça permet de faire de la trésor. Donc l'Acre, c'est l'aide à la reprise ou création et reprise d'entreprise. Il ne faut pas se mentir. Dans le back-office de 90% des gens que vous voyez, je pense, je suis personne pour juger. Sur les réseaux sociaux, tu connais mieux que moi. Dans le back-office, la réalité, c'est que les gens on se profite de l'Acre, ils profitent de monter plein de boîtes et tout, à fond. Et ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, on repart. Mais et c'est très bien d'avoir essayé. Je juge pas parce que c'est hyper bien de cette donnée. Je veux dire, c'est dispo, il faut en profiter, surtout pour les gens qui ont travaillé, cotisé et tout. Je veux dire, ils l'ont pas volé. Et je trouve qu'en France, franchement, on a cette chance, même s'il y a des gens qui sont battus pour ça, donc c'est pas de la chance, mais d'avoir ce petit matelas où on te dit tu peux essayer dans la vie, tu peux tester. Là où je suis un peu plus tranché dans mon avis, tu vois, c'est les gens qui essayent pas alors qu'ils ont cette chance-là. Ouais, c'est vrai. Les gens qui vont profiter de l'avoir et qui s'en servent pas comme un effet de levier. Il y a des fois, ça me préoccupe. Je me dis, tu le disais tout à l'heure, tu m'as retoqué au début sur attention, tu vois, un peu modérer les propos sur le salariat et l'entrepreneuriat. Il y a aussi des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça et qui de toute façon intrinsèquement n'ont pas ni l'envie ni la compétence, tu vois, d'entreprendre ou quoi que ce soit, et qui préfèrent du coup attendre de retrouver un emploi, tu vois, et se remettre. Mais en plus, j'ai pas envie qu'on bipolarise le monde parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer concrètement. Ah oui, surtout avec cette mentalité un peu pro-entrepreneur avec la micro-entreprise. En fait, maintenant, mets-toi en opposition, on sait plus s'écouter, on sait plus parler. Donc en fait, ça c'était... On va dire soit tu es un entrepreneur, soit tu es salarié. Et en gros, les gens, il ne faut pas se parler. Et moi, j'avoue que quand je te parle de dilution, c'est comme aujourd'hui, je ne vais pas rentrer sur un sujet parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, mais quand on a 2 extrêmes qui s'affrontent, en fait, on ne s'écoute plus. Eux, ils disent non, on ne veut pas vous écouter, c'est pas bien. Eux, c'est nous non plus, on ne veut pas vous écouter. C'est la cacophonie. Sauf qu'en fait, les seuls gens qui ne s'écoutent pas, c'est les animaux, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de dialogue. Mais du coup, est-ce qu'on ne va pas devenir des animaux? Moi, je ne veux pas qu'on en arrive là. Je veux qu'il y ait de l'humain dans tout ce qu'on fait. Et je trouve que, franchement, chaque fois que j'en ai mis, et on va dire ça a payé, mais je parle pas d'argent, ça a payé, j'ai fait des rencontres de fous émotionnellement. Il y a des fois la réussite des autres. Là, on vient d'aider un couple de jeunes à faire un truc. Quand il m'a appelé, je m'en souviens, il était à la salle de bain à la maison, il m'a appelé, il m'a dit c'est bon, on va signer sous sein. Et je me suis mis à chialer. Et j'ai presque jamais chialé pour aucun de mes projets. Parce que tu savais que tu les avais aidés à concrétiser. Mais même pas pour moi, même pas par ego de me dire c'est grâce à moi. Non, je m'en fous, c'est parce que je suis trop fier d'eux. Pas de moi. Non, mais émotionnellement, ça t'a fait un truc de savoir fou, que voilà. T'en parlais, ça m'a refait. Et du coup, je me rends compte que plus tu mets d'humain, en fait, il faut qu'on arrête de se bipolariser, il faut qu'on s'écoute. Je suis d'accord et je vais quand même donner mon avis sur le salariat, entrepreneuriat. Moi, j'ai été dans ma vie à peu près moitié-moitié. J'ai démarré assistant e-marketing dans ma vie quand j'étais salarié. J'ai fini au comité de direction, directeur marketing et digital dans des boîtes, actionnaire des boîtes, etc. Donc voilà, j'ai tout vécu, si tu veux, du sous jusqu'au top manager. Okay, et j'ai toujours eu des boîtes à côté. Ou alors, j'ai été des fois full entrepreneur. J'ai eu un magasin de vélo, je l'ai craché, j'ai eu plein de trucs, tu vois. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notamment, moi, je suis très actif sur LinkedIn qui est un réseau quand même très, très pro. Et à la base, moi, je suis depuis 2009 sur LinkedIn. Donc, tu vois, j'ai vu l'évolution de LinkedIn. Et aujourd'hui, il n'y a que des gens qui prônent l'entrepreneuriat. Et il y a ce mot qui est arrivé qui est solopreneuriat. Tu vois, les solopreneurs. En fait, il faut quand même faire la différence entre un vrai entrepreneur qui a besoin de salariés pour faire tourner sa boîte. Donc lui, jamais il dénigrera le salariat parce qu'il sait que de toute façon... voilà. Et surtout, s'il a été salarié avant, il sait pourquoi il l'a été et il sait que c'est vachement important d'en avoir. Et en fait, ceux qui dénègrent le salariat, ce ne sont pas les entrepreneurs, ce sont des solopreneurs. Ce sont des gens qui ont besoin d'autonomie, tu vois, et d'indépendance. Pour moi, ce n'est pas des entrepreneurs, ça.
Les entrepreneurs, c'est des gens qui créent de la valeur, avec des équipes, tu vois, et qui créent quelque chose qui est vendable demain. Un mec je suis désolé, un mec qui est web designer indépendant ou consultant indépendant et qui a ses propres clients, en fait, c'est comme s'il avait un employeur. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'entends. Et sa boîte, elle vaut rien. Demain, il ne peut pas vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour moi, il y a vraiment un amalgame qui est fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Même dans l'écoute, en fait, pour rebondir sur une des phrases que tu viens de dire, sur le côté créer de la valeur, en fait, le problème, c'est que si on dit, aujourd'hui, dans le monde dans lequel je ressens où je vis, c'est que si je dis l'entrepreneur crée de la valeur, dans la tête des gens, ils vont dire ça veut dire que le salarié n'en crée pas. Absolument pas. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Moi, c'est ça que je veux remettre un peu l'église au milieu du village sur ce sujet-là. C'est pas parce que tu dis j'aime le blanc, j'aime pas le noir. C'est pas parce que je dis j'aime le noir, j'aime pas le blanc. En fait, on bipolarise tout de plus en plus. Là, je le ressens vraiment dans le quotidien. C'est que si je dis ça, ça veut dire que je pense tout l'inverse de votre sujet. Je suis totalement d'accord. J'avoue, j'ai du mal à supporter ça. Tu l'as sur l'homosexualité, tu l'as sur tout, en fait. Tu l'as sur tout. Ouais. C'est soit il faut adorer les gays, mais si t'adores pas les gays, ça veut dire que tu les aimes pas. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que t'as ces extrêmes-là, c'est un peu... Et moi, personnellement, ça me blesse beaucoup d'être catégorisé du fait que je dis un truc. Franchement, ça me tue parce que dans ma mentalité, c'est pas du tout ça que je dis. J'essaie juste de diluer tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus clivant et extrême, malheureusement. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on t'apprend à faire. C'est ce qui est plus vendeur. Voilà, exactement. Et en politique, c'est pareil. C'est ce qui est le plus accrocheur et partout, en fait. C'est ça le truc. Bien sûr. Donc, ça vend mieux. Voilà, on a écouté ce parcours vraiment super intéressant, super humain, super authentique de Peyo. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour écouter la suite. J'espère que cet épisode, en tout cas cette première partie d'épisode, vous a plu. Soyez nombreuses et nombreux la semaine prochaine pour écouter la suite. On va rentrer dans le vif du sujet de l'immobilier. Et à la fin de cette deuxième partie, on écoutera aussi la vision de Lucille, sa conjointe, qui viendra nous rejoindre à la table du podcast. À très vite. Ciao, ciao.